eu envie de me donner la parole au cours de ces réunions. Ça fait plusieurs fois déjà. Et donc on avance toujours en fait sur le même sujet, c'est l'engagement des combattants marocains pendant les Première et Deuxième Guerres mondiales en soutien de la France. J'aborde cette histoire non pas en tant qu'historien, mais en tant que soldat, conscient de l'aide très précieuse apportée par les Marocains aux armées françaises dans ces deux conflits. Donc c'est plutôt un témoignage. Et puis parce que, natif d'un petit village perdu tout au fond d'une vallée des montagnes, j'ai été intrigué dès que j'ai su lire de ce qu'il y avait écrit sur une plaque qui était à la mémoire des Goumiers qui avaient libéré ce village en 1944. Alors, je vais explorer 12 points rapidement, juste pour donner le titre, de façon à ce que, parce qu'il faut qu'on laisse cette salle dans les temps. Donc, premièrement, la situation politique au Maroc avant la Première Guerre mondiale. Je vais prendre une référence, il peut y en avoir plusieurs, mais pour aller vite, je vais prendre une référence. C'est la conférence d'Algésiras en janvier 1906. Au terme de cette conférence, les participants, qui sont essentiellement des pays européens, reconnaissent l'indépendance et l'intégrité du Maroc, mais l'Espagne et la France reçoivent des compétences sur la formation de la police, le contrôle de la contrebande et des finances et le contrôle des ports. Et donc Paris reçoit le contrôle du port de Casablanca et pour ce faire met sur pied une milice qui s'appelle les Goumiers et qui va contrôler la plaine de la Chaouia derrière Casablanca. Voilà l'origine des Goumiers. Ensuite, en mars 1911, en mai 1911, le sultan reçoit Moulay El Hafid, fait face à une révolte des tribus qui n'apprécie pas les résultats du traité d'Algésiras et il fait appel à la France qui envoie son armée et qui mobilise les Goumiers pour défendre le sultan. Un an après, ce sultan, le 30 mars 1912, signe le traité de protectorat avec la France que vous connaissez certainement tous, avec la mise en place d'un résident général qui reste 13 ans en poste, le général Lyoté. De nouveau, une révolte des tribus pour les opposants au traité de protectorat pousse le sultan à abdiquer en août 1912 en faveur de son frère Moulay Youssef, 1912-1927, et il fait donc tout le chemin main dans la main, si je puis dire, avec le général Lyoté pour développer et diriger le Maroc. Passons à la Grande Guerre. La Grande Guerre commence en fait en Afrique parce qu'il y a des opérations des Allemands contre la France. Dès le 4 août 1914, la guerre commence le 4 août, et dès le 4 août, 2 bateaux allemands bombardent Philippeville, ce qui date donc, et Bonn en Aba aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième participation de l'Afrique à la guerre, ce sont les troupes recrutées dans les positions européennes en Afrique. Pour la France, cet effort s'élève à 600 000 hommes qui sont soit des combattants, soit employés dans les usines d'armement. Et donc, c'est ainsi qu'il y a eu des Marocains enrôlés dans l'armée française. Alors, la levée de troupes au Maroc, Lyoté, résident général, qui a un certain nombre de troupes proprement françaises sous ses ordres, et les Goumiers également, reçoit l'ordre d'envoyer des troupes en France. Bon, il hésite beaucoup, puis finalement, parce qu'il veut garder ses troupes, et c'est là qu'on commence le recrutement de soldats marocains et la constitution d'unités marocaines. Des chiffres, 20 000 soldats sont envoyés sur le front dès 1914, 20 000 soldats marocains. Et sur la totalité du conflit, ce sera 34 000. Et de l'autre côté, c'est 35 000 hommes qui sont recrutés pour les usines et les travaux agricoles et qui viendront travailler en métropole, puisque les hommes de métropole sont allés sur le front. Alors, quelles sont les unités? Point numéro 4.
ça, on en fait 12. Rapidement, unité à recrutement marocain, il y a les Goumiers, donc je vous en ai parlé. Et il y a ensuite, comme l'armée, il n'y a pas de conscription au Maroc, ce sont donc des volontaires qui sont recrutés. Et deux types d'unités sont mis sur pied. Les tirailleurs, qui sont des fantassins réputés agir en utilisant le terrain, et les unités de spahis, qui sont des cavaliers rapides et légers destinés aux actions de reconnaissance. Et donc, dès 1914, tirailleurs et spahis sont engagés. Engagement, point numéro 5, l'engagement des Marocains. Je vais vite, alors ça va très vite. Dès le 17 août 14, ils arrivent, la guerre commence le 4 août, dès le 17 août 14, ils arrivent et ils débarquent à Bordeaux et à Sète, 4500 tirailleurs et 1000 spahis. Les témoignages font état, au moment où ils débarquent dans les ports, du grand enthousiasme des Français, d'ailleurs, parce qu'ils découvrent des uniformes flamboyants et des personnes qu'ils ne connaissent pas, puisqu'à cette époque-là, la circulation, n'est-ce pas, vous le savez, ne se faisait pas très bien. Les régiments sont engagés immédiatement dans la bataille de la Marne. La bataille de la Marne, c'est fin août, septembre 1914. Donc, vous voyez, ils arrivent au port à Sète et puis ils montent tout de suite sur la Marne. Mais rien que dans la journée du 5 septembre 1914, la brigade qui formait de ces soldats, je vous ai parlé, perd 30% de son effectif. Alors, les postes militaires, j'y reviendrai après pour vous expliquer ce qu'on entend pour perdre. Le 23 novembre 1914, le sultan adresse un message aux soldats marocains pour leur rendre hommage, parce qu'ils l'ont été au courant. Et je vous lis le message. Les généraux et les chefs français ont conçu pour vous une telle estime que vos frères restés ici sont jaloux de ces lauriers réservés aux braves que vous avez cueillis sur les champs de bataille. Et ensuite, le Maroc entre en guerre. Alors, il y a des soldats marocains qui font la guerre, mais le Maroc n'est pas rentré en guerre. Donc, l'explication, c'est que dès lors que le Maroc n'est pas rentré en guerre, et le Maroc étant reconnu comme un État indépendant, les soldats qui se battent sur le sol français sans que leur pays d'origine soit en guerre ne sont pas considérés comme combattants au titre du droit de la guerre, mais sont considérés comme des francs-tireurs, des terroristes, en fait. Donc, le Maroc rentre en guerre de façon à régulariser ce statut et à lui donner le statut, parce que les prisonniers étaient très facilement, aussi bien dans la Première que la Deuxième Guerre mondiale, très facilement fusillés par les Allemands. Alors, là, on compose plusieurs régiments. Je vous cite quelques batailles auxquelles ils participent. L'Ourcq et l'Artois en 1915, Verdun, bien entendu, et la Somme en 1916, le Chemin des Dames en 1917, donc, le Chemin des Dames, une bataille également très cruelle, et les Allemands surnomment les tirailleurs marocains les hirondelles de la mort. Alors, voilà, c'est l'analogie avec l'oiseau migrateur qui vient d'Afrique du Nord et le port du burnous noir comme des hirondelles. Et on retrouve donc l'hirondelle sur l'insigne du 1er régiment de tirailleurs marocains. Je cite tout ça parce que je mets aussi la partie mythique qui est très développée dans les armées et donc ça c'est un mythe et cet insigne existe toujours dans l'armée française. Le régiment de Spahis, lui, va avoir des missions sur notre front, puisque à partir de 1917, on l'envoie dans l'armée d'Orient, c'est-à-dire on l'envoie dans les Balkans, et il va s'illustrer dans les Balkans, notamment à la bataille d'Uskub, le 29 septembre 1918, qui est vraiment le fait d'armes fondamental des Spahis marocains. Les pertes et la mémoire des combattants, point numéro 7. Hop, regarde, tu peux pas. Alors, les pertes globales sont de 11 000. Alors, les pertes, c'est 3 715 tués,
7200 blessés et disparus, et donc on appelle perte l'ensemble, et ce qui représente 26% des contingents engagés, qui est le même pourcentage que pour les autres troupes, disons, métropolitaines. Alors la vie est bien entendu, vous vous en doutez, excessivement dure pour ces combattants, surtout dans les tranchées, la pluie, le froid, la neige, etc. Donc c'est quand même pas des conditions que l'on trouve facilement au Maroc, sauf si on va sur les montagnes. Et on a pris l'habitude, compte tenu de la façon dont ils combattent souplement et puis de la difficulté pour les faire vivre dans les tranchées, de les garder dans les réserves, c'est-à-dire qu'ils montent au front quand une attaque est programmée, que les gens sortent des tranchées, eux ils sortent des villages et ils suivent. Alors, les aspects mémoriels, je voudrais évoquer les aspects mémoriels. Donc, il y a la mémoire des tirailleurs marocains est conservée aujourd'hui encore en France par le 1er régiment de tirailleurs qui a été créé en 1994 sous ce nom, volontairement pour honorer la mémoire de tous les tirailleurs maghrébins qui ont participé au débarquement de Provence et à la libération en France. Et les régiments de tirailleurs qui est à Épinal a sa nouba, son animal mascotte, etc. La mémoire des cavaliers des Spahis est entretenue par le 1er régiment de Spahis marocain qui se trouve à Valence, et avec un caporal-chef qui sert de mascotte, et le caporal-chef c'est un homme bélier. Voilà, donc le bélier, la mascotte, il y a la mascotte, il y a la nouba, il y a le chef de corps, le drapeau. Alors le drapeau de ce régiment est glorieux puisque c'est le plus décoré de toute l'armée française, avec des noms de batailles. Vous savez, sur les drapeaux, on met le nom des batailles majeures dans lesquelles le régiment s'est illustré. La bataille de la Marne, la bataille de Gradec, la bataille de Scooby, Bosnie, Cusco, donc tout ça c'est les Balkans, Danube, Levant en pré, 1920-1927. Parce qu'ensuite, ce régiment s'est retrouvé au Levant. Et au Levant, un capitaine, le capitaine Tournier, a suivi de tous ces Spahis volontaires et a quitté le Liban lorsqu'il a vu arriver les Allemands, il a vu arriver la France de Vichy, et il est parti pour faire un grand tour, passant par l'Égypte, etc., pour rejoindre les Alliés qui étaient en Égypte, les Anglais, et ensuite de là, lorsque le débarquement, et Leclerc qui arrivait, le débarquement au Maroc, et en janvier 42, il se retrouve là. Et ce régiment a non seulement, comme je vous dis, c'est le plus décoré, mais il est aussi compagnon de la Libération. Donc un compagnon de la Libération, il y en a 1038, donc c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Et les unités militaires, il y en a 19. Alors, les combattants, vous parlerez de la mémoire, etc. Il y a un certain nombre de cimetières développés en Italie, en Corse, etc. Donc, l'entre-deux-guerres, un point que je ne voudrais pas passer sous silence, c'est la situation dans l'entre-deux-guerres, où on a une balance mal équilibrée entre la reconnaissance de la valeur des hommes, et moi je vous en parler, ça c'est très présent dans les armées, puisque les Goumiers, les RTM ont vécu jusqu'en 1962, et après il y a eu un temps de latence, et après, en 1994, on recrée 2 régiments comme ça pour garder les traditions. Et les troupes, le problème, c'est, il y a peut-être un premier problème, c'est avec, on dit que les pensions pour les soldats qui ont combattu sont, pour les militaires français, sont applicables aux militaires indigènes de l'Algérie, des colonies ou pays de protectorat dans lequel retournant son père par voie de construction. C'est la loi de 1919.
Bon, le problème, c'est que les soldes d'actifs n'étaient pas, à cette époque, équivalentes pour un soldat français hein, et un soldat issu des colonies, ce qui avait des répercussions sur les retraites. Et il a fallu se battre, mais là je parle des militaires par rapport aux législateurs et à Bercy, maintenant on dit Bercy, pour qu'en 1943, les soldes soient identiques pour tout le monde. Ensuite, la situation en 1939, il y a 10 régiments de travailleurs marocains, donc c'est énorme, en régiment c'est 1500 hommes, vous voyez le nombre, il y en a. 5 sont basés en France et 5 sont toujours stationnés au Maroc. Et il y a 4 groupements de tabords marocains, c'est-à-dire environ 12 000 goumiers qui, régiments de tirailleurs, régiments de spahis et goumiers, au moment où il y a le débarquement en Afrique du Nord, basculeront dans l'armée, dans la France libre et dans l'armée qu'a mis sur pied le général de Gaulle. Au début de la guerre, déjà, le 3 septembre 1939, le sultan Sidi Mohamed promet à la France un concours sans réserve, sans lui marchander aucune de nos ressources et sans reculer devant aucun sacrifice. C'est ce qu'il fait de mai à juin 40, avec un engagement des régiments dont je vous ai parlé, qui sont engagés sur les combats de Genglou, donc que vous avez cité tout à l'heure, et qui sont les combats les plus difficiles qui ont été conduits par les Marocains. Ensuite, bon, on est en juin 40, on termine, et voilà que dans les régiments marocains sont engagés dans les campagnes de la France libre. Alors c'est un peu compliqué, mais sachez qu'ils commencent par la Tunisie, n'est-ce pas? Puis de la Tunisie, une fois que les Allemands et les Italiens sont chassés, il y a le débarquement en Sicile. Simultanément, il y en a quelques-uns qui vont en Corse. Ensuite, on récupère tout le monde, on bondit sur l'Italie. Et là, c'est la grande affaire des troupes marocaines qui est rentrée dans la légende. C'est la saisie de la ligne Gustave avec les attaques par les voies de montagne des monts Urumqi au sud de Cassino. Voilà, donc les monts Urumqi, où les soldats marocains se sont distingués sur la ligne Gustave. Ensuite, ils sont arrivés à Sienne. Une partie des